ça a bien progressé depuis la dernière fois que je suis venu. Hein. Et puis on a fouillé la dernière occupation et on est descendu en plus un petit peu dans les niveaux inférieurs qui sont riches en microphones. Et alors surtout la coupe, là, elle est magnifique, il faut qu'on descende voir. Tu vas voir, à mon avis, ça va attraper des choses. Ça m'étonnerait que ça n'évoque pas des bons souvenirs. Regarde ça, on va prendre un peu de recul, mais... Bon, un site préhistorique, c'est souvent comme l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire un abri naturel au pied d'une falaise. Et dans cet abri naturel, en fait, se sont accumulés toute une série de dépôts. Et au sein de ces dépôts, on retrouve les traces des occupations humaines, les traces laissées par l'homme. Pendant les 30 dernières années, les préhistoriens ont toujours pensé qu'ils fouillaient des sites dans lesquels les vestiges étaient dans une position la plus proche du site au moment de l'abandon par les hommes. On pensait que les choses s'accumulaient simplement, fossilisaient les restes des occupations humaines, les hommes revenaient, tout ça se superposait, ça paraissait très simple. En fait, on sait maintenant que c'était beaucoup plus compliqué. De l'eau dans le radiateur, l'essence dans le moteur. C'est le nôtre aussi un peu. Oui, parce que Que s'est-il passé entre l'instant où un site archéologique est découvert et le moment où l'homme préhistorique l'a abandonné? Pour tenter de répondre à cette question, une équipe de géologues et d'archéologues a mis en œuvre une expérience originale baptisée Programme Transit. Depuis 5 ans, ils se rendent chaque année au mois d'août à 3200 mètres d'altitude, sur un terrain dont les conditions climatiques actuelles sont très proches de celles que les hommes ont pu connaître durant les périodes glaciaires, il y a plus de 10 000 ans. Ici, au cœur des Alpes du Sud, la neige recouvre tout 9 mois par an. Au cours de l'été 1991, l'équipe avait installé dans 5 cellules expérimentales des séries d'objets semblables à ceux qui sont trouvés dans les fouilles archéologiques. Des ossements, des charbons de bois, des silex. Quel a été, hiver après hiver, l'effet du gel sur ces objets? Chaque année, les archéologues étudient le phénomène en relevant avec précision la position du matériel. 97 donc. C'est bon, vous avez à peu près tout retrouvé? Il en manque une, mais comme Oui. 496. Il semble qu'on ait des mouvements plus importants cette année que les années précédentes. Mais ça sera contrôlé par l'appareil. Parce qu'il ne faut pas quand même s'emballer. Ce crâne est très joli. T'as vu, ton gros os est en train de se fendre là. Oui, il a tête de fémur, oui. Tous les os sont en train de se fondre pratiquement. Ouais. Ça fait 5 ans maintenant qu'on suit les cellules et qu'on en démonte une chaque année. Celle-là a passé 5 ans et c'est vrai qu'au bout de 5 ans, les modifications sont beaucoup plus spectaculaires que ce qu'on avait pu voir les années précédentes sur les autres cellules qu'on a démontées. Par exemple, ce silex ici, ce silex est complètement gélivé, il est fendu par le gel en deux. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu les années précédentes. De toute façon, il y a un enfouissement des objets, et là aussi, qui est très spectaculaire sur cette cellule, qui est beaucoup plus spectaculaire que ce qu'on avait vu les autres années. Il y a des fragments de 2 cm, 3 cm parfois, qui viennent et qui recouvrent les silex. Ça se voit bien déjà ici. Il y en a ici également. Oui, celui-là, il y a des silex qui disparaissent complètement sous des particules fines qui sont transportées. Celui-là, on le voit presque plus. Celui-là est presque enterré. Le silex est couvert de fines. Ça t'intéresse, Pascal? Oui. Voilà, bon, voilà où on en est. Donc dans cette boîte, là, les petits trucs à la confiture, les petits pains. Non, on va commencer par faire et les fruits dans mon sac. Ça va? Mais tu fais un truc, il y en a pour 10 secondes. Je vais prendre un petit truc là, c'est gros comme ça vous fait du bien, c'est comme une barre de céréales. Et si, il y a aussi les cailloux, l'expérience sur les cailloux. Alors, ceux qui étaient dans le sens de la pente se sont mis à plat.
Ceux qui étaient avec un port nage inverse ont subi une rotation de, je sais pas, 80 à 90 degrés et se retrouvent dans le sens de la pente avec les marques qui étaient dessous. Bien, il va falloir donc... Un phénomène géologique explique le mouvement subi par les objets, c'est la solifluxion. Ah, il faut un plan, absolument, oui. Vous avez le plan de la cellule 5? La solifluxion, c'est un mouvement lent du sol qui est induit par les cycles de gel et dégel du sol. Pendant tous ces cycles, de la glace se forme dans le sol, fait gonfler le sol, et lorsque la glace fond, le sol redescend, mais pas vraiment à sa position initiale puisqu'on est sur une pente, et on obtient un petit déplacement, et ces petits déplacements cumulés au cours de l'année induisent des déplacements beaucoup plus importants, considérables à l'échelle géologique. Les objets qui au départ étaient séparés vont se retrouver associés. Bon, une grande part de l'archéologie, c'est de traiter des associations, en tout cas de l'archéologie préhistorique, c'est de traiter des associations d'objets et d'en déduire des conclusions sur les activités pratiquées. Bon, il est évident que si dans un niveau les os, les gros os se retrouvent associés à des silex et si au départ ils n'étaient pas associés, ça a une notation tout à fait différente selon le cas. Maintenant, on en est à avoir des éclatements et un éparpillement des fragments. On a par exemple une dent qui était réduite à 7-8 morceaux, bon, on reconnaît encore l'animal, on reconnaît encore la dent, mais si on l'avait laissé une année de plus, je ne suis pas sûr, on aurait su à quelle famille cette dent appartenait, quelle espèce, je ne suis pas tout à fait sûr. 415. 414. Et un des paramètres aussi qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est qu'on a une disparition des objets. C'est-à-dire qu'on pouvait se douter que quand on étudie un site paléolithique, on n'avait pas l'exacte image de ce qui avait été abandonné. Là, à l'évidence, si on prend des dents de lait par exemple, ou des ossements de jeunes, on a disparition de ces ossements. Donc quand on reconstruit une courbe de mortalité pour savoir quel type de troupeau par exemple a été abattu, pour reconstituer les techniques de chasse, pour dans cet exemple, à l'évidence on n'a pas une bonne représentation des objets. 439. Là on observe une fissuration de la branche horizontale de la mandibule. Et le terme ultime de cette fissuration va détacher le fragment inférieur de la mandibule et laisser la partie supérieure de la mandibule qui contient les dents et la partie supérieure des alvéoles. Ça c'est un fragment qu'on retrouve très souvent dans les sites paléolithiques et qu'on attribue de manière plus que classique au travail humain. Celui que je pensais, alors le silex que tu as en bas, ça serait 414. Il faut quand même dire que la plupart des sites paléolithiques européens ont subi à un moment ou à un autre de leur histoire des conditions périglaciaires, c'est-à-dire favorables à la solifluxion. Ce qui veut dire qu'ils ont peu ou prou été déformés, modifiés, transformés par cette action-là. Donc je crois que dans cette optique-là, Transit est tout à fait fondamental dans la mesure où on sera en mesure d'évaluer, disons, ces transformations et donc de faire la part des choses entre le naturel et l'homme. Comme on peut le voir ici, la surface du sol n'est pas très inclinée, donc compatible avec une occupation humaine, ce qui permet de faire un transfert des résultats obtenus ici à basse altitude sans trop de problèmes. Les objets qu'on aperçoit ici ne sont pas dans leur position initiale, ils ne sont en tout cas pas dans la position où certainement les hommes préhistoriques les ont abandonnés. D'abord parce que la couche visiblement est une couche qui a été perturbée, qui est déformée, on voit que les cailloux sont dans tous les sens, qu'il y a une petite structure lamellaire qui se développe, etc. Et puis les ossements sont cassés, sont fendus, sont dispersés, expulsés vers le haut ou alignés vers le bas. Bon, visiblement c'est une organisation primitive complètement perturbée. Et en fait, tout ce que nous montre l'exploitation de sites de moyenne altitude et ce que nous montre le programme Transit, c'est qu'en quelques années,
la disposition des vestiges au sol est radicalement modifiée. Donc, si on prend le cumul du temps, on se dit qu'au bout de 100 000 ans, depuis l'avant-dernière glaciation, au bout de 100 000 ans, eh bien, certainement que les vestiges ont été très perturbés. Bah oui, Un petit bout de saucisson et puis ça va être bon. Le travail des archéologues sur le site expérimental prend fin. Il leur faudra maintenant quelques années pour réinterpréter les sites préhistoriques des temps glaciaires à la lumière de cette expérience. Dernière année, effectivement, de mission régulière. On devrait revenir, effectivement, pour travailler sur la dernière cellule qui reste en évolution. La cellule numéro 5. Sur combien de temps? Dans 10 ans, 20 ans. Bon, bah là, on fait l'aller-retour en hélicoptère, alors, parce que là, il y en a certains, ça va être en chaise roulante qui vont descendre. C'est vrai que le transfert aux fossiles pose des problèmes. C'est plus dur, hein. Des résultats effectivement obtenus au bout de 5 ans ne sont pas directement transférables aux fossiles. Ils peuvent Il faut s'annuler prendre au bout des 5 autres années. Il faut prendre effectivement des précautions. Il y a des choses. Oui, qui non, mais sont, l'intérêt de ça, c'est de pouvoir construire un modèle. C'est-à-dire que, à partir des données accumulées sur un petit nombre d'années, Pendant 5 de ans, faire ça des fonctionne comme ça. voilà, et de faire des extrapolations après pour aboutir à un modèle probable. Ce qu'on que nous peut, avons fait, bien qui sûr. soit plus proche Mais, de la réalité. La question fondamentale à laquelle les préhistoriens essayent de répondre lorsqu'ils s'adressent à des gens qui ne sont pas préhistoriens, c'est essayer de leur faire comprendre la profondeur du temps, la durée du temps qui les sépare depuis l'occupation de l'homme préhistorique jusqu'à aujourd'hui, et tout ce qui a pu se passer pendant cette durée immense. Et finalement, les préhistoriens qui essayent de faire comprendre ça avaient un petit peu oublié depuis quelque temps que dans un site, eh bien, on n'avait pas des instantanés, on n'avait pas le geste retrouvé immédiat, qu'il y avait tout un tas de choses qui s'étaient passées et qu'il fallait enlever tous les filtres naturels pour retrouver le geste.